Pascal Pantard, donc, qui va vous expliquer sur l'accompagnement numérique à l'heure de la transition écologique. C'est le thème précis de votre intervention. La parole est à vous. Et je vous fais un petit signe dans 50 minutes. Allez, ça marche. On est bien maintenant. Évidemment, le fameux effet Ronaldi. Ça y est. Bonjour à tous. Merci à tous aussi pour l'invitation à ce NEC. Alors, c'est pas mon premier NEC, évidemment, mais c'est le premier en Puy-de-Dôme. Parce que globalement, on va dire, je suis cette question de la transition numérique depuis quelques années, et la couleur de ma barbe. Ça a commencé à ma formation d'éducateur spécialisé que j'ai fait à Tours, et ça a continué à l'Université de Montréal et au Massachusetts Institute of Technology. Je vous parle de ça dans les années 80, avec ce monsieur qui s'appelle Michel Lemay, qui est, pour s'il y a des travailleurs sociaux dans la salle, c'était une grande référence dans les années 80, je ne vais pas trop détailler, qui m'a présenté cet autre monsieur, chevelu, barbu, j'ai coupé mes cheveux il y a peu de temps, donc pourtant je garde cette tradition-là. Alors, ça ne peut pas parler aux plus jeunes d'entre vous, mais ça peut parler aux plus anciens. Est-ce que le plan informatique pour tous de 86, ça vous rappelle quelque chose? Bon. Eh bien, ce monsieur, c'est le premier à avoir proposé les TIS, les technologies d'information et de la communication pour l'éducation ou l'enseignement. Et c'est le père de Logo, un langage important. Donc vous imaginez que ça a un peu transformé ma vie. Je suis, et que petit à petit, d'éducateur spécialisé, je me suis transformé en professeur d'anthropologie des usages à l'université Rennes. Alors, je vais essentiellement vous parler du point de vue du chercheur, avec quelquefois des mises en abîme ou des mises en perspective du chercheur. Et quand je vais dire je, vous allez entendre nous, quand je vais dire nous, vous allez entendre je, puisque j'ai le bonheur depuis 20 ans de piloter le plus gros réseau de recherche francophone sur les usages des technologies numériques, soutenu par la région Bretagne depuis 20 ans. On a été créé en 2002, on vient de fêter nos 20 ans, qui regroupe 7 universités, 4 grandes écoles, 18 laboratoires de sciences humaines et sociales. En gros, on est capable d'aligner 200 chercheurs seniors. Les seniors, c'est ceux qui ont des postes, et 200 chercheurs juniors. Les juniors, c'est les doctorants, les post-doctorants, etc. Ceux dont on espère qu'ils auront des postes. Notre boulot, c'est de comprendre la transformation numérique. Et mon challenge aujourd'hui, c'est d'articuler ça avec la question écologique, puisque ma spécialité, c'est la transformation numérique et que j'apprécie les défis. Et donc, je remercie le Puy-de-Dôme de m'avoir poussé à sortir de mes retranchements pour aller chercher du côté de la transition écologique aussi. En gros, je ne vais pas vous citer ça tout le temps. Il y a plus de 10 années de grosses recherches avec des programmes d'investissement d'avenir sur les questions d'éducation et sur les questions d'inclusion. Vous retrouvez ça en bibliographie parce que je présume que le support sera disponible pour tout le monde après. Alors, je vais commencer par faire mon prof, ce qui est tout à fait normal, pour vous donner quelques définitions sur lesquelles on pourra réagir, vous pourrez réagir après. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'anthropologie des usages? Alors, la première chose, c'est qu'on ne peut comprendre le numérique aujourd'hui que si finalement on inscrit le numérique sur le temps long. Si je vous dis par exemple que l'Internet a été inventé en 1971 par un monsieur qui s'appelle Ray Tomlinson dans le cadre du premier Internet, qui s'appelait ARPANET, pour faire communiquer deux grosses machines. Vous allez me dire de quoi il parle et pourquoi c'est intéressant. C'est intéressant parce que certains d'entre nous, particulièrement dans les DSI, dans les universités, etc., nous avons commencé à utiliser le courrier électronique au début du web, le web 1992, dans les années 90, et je vous avoue que nous avons expérimenté ça dans les années 90 de manière assez surprenante. Très très vite, on s'est rendu compte qu'on ne s'engueulait pas par mail, par exemple, parce que ça pouvait très très vite dégénérer, qu'on n'envoyait pas des pièces jointes gigantesques par mail parce que ça bloquait les machines pendant des
professeur. Et on a créé un truc qui s'appelait la netiquette au milieu des années 90. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Les règles de bonne conduite sur Internet. Tiens, c'est marrant. Elles sont passées où? On reprendra ça tout à l'heure. Quand je vous dis, j'ai entendu dire qu'il y avait les conseillers numériques et les médiateurs numériques dans la salle, quand je vous dis que pour une grande partie des personnes, des familles vulnérables et des familles fragiles, la découverte du courrier électronique s'est faite en même temps que la dématérialisation administrative, je suis en train de vous expliquer que nous n'avons pas les mêmes socialisations, nous n'avons pas les mêmes expériences avec les technologies numériques, et prendre son expérience comme l'alpha et l'oméga de celle des autres, c'est pas bon du tout. Je suis aussi en train de vous expliquer pourquoi les familles vulnérables oublient leur identifiant, ouvrent un Gmail, oublient que c'est sur Gmail, oublient leur mot de passe. Parce que dans ce contexte-là, vous voyez bien que ce n'est pas du tout le même contexte que celui que nous on a pu vivre dans les années 90. Deuxième élément, la dimension imaginaire et symbolique des technologies numériques. Alors d'habitude, je passe une petite vidéo très surprenante de 1947 sur un scénario de René Barjavel. Je vous laisse et vous la regardez tranquillement chez vous. Dans cette vidéo en noir et blanc, René Barjavel explore les possibilités de la télévision. Et il nous montre l'Internet, mais tout l'Internet, les smartphones, le GPS. À la fin, il y a YouPorn, il y a une danseuse qui arrive sur le lit de quelqu'un. Je vous conseille vraiment de regarder ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les technologies, elles ont été rêvées, imaginées, fantasmées avant d'être construites dans la tête des concepteurs. Ça, on le sait depuis longtemps, depuis le bouquin de Philippe Breton des années 80 qui s'appelle Un truc d'informatique, mais aussi dans la tête des usagers. Donc il y a une vraie question autour de ça. Et comme vous m'avez poussé à chercher là, du côté de la transition écologique, je suis tombé sur une autre ressource de l'INA que je vous conseille vraiment, René Barjavel, qui nous explique au début des années 60 dans quel état nous sommes aujourd'hui, donc qui raconte en fait la crise écologique d'aujourd'hui. Je prends un seul auteur, vous voyez que je tire le fil, évidemment j'aurais pu chercher dans toutes les références de la pop culture. Voilà. Alors, quelques définitions pour se poser. De quoi parle-t-on quand on parle de numérique aujourd'hui? Alors, on est passé, les technologies ont des mots, et des mots décrivent des périodes de l'histoire, et des périodes de socialisation des technologies. Années 40, 50, 60, on est dans l'informatique. Ça va s'exploser à un moment donné, avec l'arrivée de la micro-informatique dans les années 80. Donc vous savez, l'informatique, c'est la science du traitement des informations. On avait besoin du code pour commencer ce trajet vers les technologies numériques d'aujourd'hui. Deuxième élément très important, on avait besoin aussi de réseaux pour que ces technologies arrivent dans notre environnement. Donc en fait, on a deux pattes qui sont technocentrées. C'est pour ça qu'on a toujours aussi le discours de la connexion des équipements qui demeure très très important. Mais il y en a deux autres qui sont moins souvent évoqués. L'autre patte plutôt anthropocentrée, centrée sur les usages, centrée sur les humains, c'est la question des cybercultures. Alors, je vais vous donner une illustration simple. Quand j'étais adolescent, je lisais des bandes dessinées en noir et blanc, très mal imprimées sur du papier de très mauvaise qualité, dont les pages se déchiraient. Je suis juste en train de vous parler des Marvel et des DC Comics que regardent en boucle tous les adolescents de la planète aujourd'hui. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les cybercultures, évidemment, on peut citer Lucas, on peut citer Spielberg, voilà. Vous voyez bien que quand même, la question de la place des cultures dans les imaginaires et de la place des techniques dans les imaginaires est devenue vraiment centrale. Et enfin, un dernier élément, la question des usages, qui sont finalement des gammes infinies de pratiques individuelles et collectives. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la différence entre pratique et usage. Ça va? Vous n'hésitez pas à m'arrêter, même si on a prévu des questions à la fin, si je vais trop vite ou s'il y a des choses à reprendre. Donc, il y a un vrai préalable quand on va parler de deux transitions, la question de la définition du concept d'usage. Qu'est-ce que c'est que les usages?
On va dire depuis une petite dizaine d'années, il y a un consensus scientifique autour de cette question. Les usages sont des normes sociales d'usage. Dans les années 90, avec Internet, on opposait réel et virtuel. Ça n'existe pas, ça, cette opposition. Les pratiques numériques des jeunes, les pratiques numériques des anciens sont des prolongations des pratiques sociales, sont donc des pratiques sociales. Et elles sont effet de normes, comme d'ailleurs les technologies qui doivent communiquer entre elles ont besoin des normes techniques. Nous avons besoin, pour faire société autour des technologies, de normes sociales d'usage, ce que sont les usages. Alors je vais vous donner une illustration très simple. On se remet en 2004, on se souvient de l'aventure du démarrage des réseaux sociaux avec Facebook. Je vous rappelle l'histoire. Mark Zuckerberg, un étudiant de Harvard, propose quelque chose qui confine vraiment l'intelligence artificielle au premier sens du terme, un site sur lequel on met des photos d'étudiantes que des étudiants peuvent noter avec des commentaires graveleux. Après MeToo, on voit que même Zuckerberg, c'est un peu... Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il va proposer un dispositif, et au miracle, ce dispositif va circuler tout de suite dans la tranche d'âge des jeunes Américains qui correspond à la fin du collège et au début du lycée. Alors, il s'avère que dans la Silicon Valley bretonne, à Lannion, de l'autre côté de l'Atlantique, nous étions en train de travailler sur les pratiques numériques des adolescents exactement à cette période-là. Un doctorant qui est devenu maître de compte depuis, qui s'appelle Olivier Trédan, suivait 3000 blogs. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Skyblog? Les ados, je suis plus jeune qu'Ismar, ça me renvoie aux années collège, évidemment. Eh bien, qu'est-ce qui se passait? À ce moment-là, on a vu arriver un truc extraordinaire. Les filles dans Internet. C'est étonnant quand même. Skyblog, c'est la dimension épistolaire. On a commencé à parler d'extimité. Bref, pas mal de jeunes filles se sont installées dans ce mouvement. À ce moment-là, on sortait de Matrix pour ce qui est des cultures, des pop cultures un peu générales. Et on commençait à parler de blogosphère. C'était juste avant le moment où on va parler du web 2.0, etc. On n'en parle plus du tout de la blogosphère, mais ça a été un moment vraiment important. Et en fait, la démonstration de ça, c'est en suivant les adolescents dans leur pratique effective, on s'est rendu compte que non seulement il y avait le développement des blogs et de cette dimension épistolaire, et quelque chose qui allait être transformé du point de vue du genre, enfin une arrivée plus importante des collégiennes, mais que les petits musiciens de Lannion regardaient les étudiants musiciens de Rennes, qui eux-mêmes regardaient les musiciens professionnels des transmusicales ou des vieilles charrues, je ne fais pas plus du tout pour ma région, vous remarquez, et que tout le monde allait se retrouver sur MySpace, le réseau social dédié aux musiciens, et que tout le monde qui s'intéressait à la photo allait se retrouver sur Flickr, le réseau social dédié. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Zuckerberg n'est absolument pas un inventeur de technologie génial, c'est quelqu'un qui s'est trouvé au bon moment, au bon endroit, et qui a installé, finalement, avec son dispositif, ce qu'on va appeler la norme sociale d'usage des réseaux sociaux numériques. Alors, je continue ma démonstration. Pour ceux qui ont des adolescents à la maison, qui travaillent avec des adolescents, vous êtes au courant qu'ils ne sont plus sur Facebook du tout. Je vous rappelle que le boulot de l'adolescent, c'est de contester la norme, ou de la tester. Donc, quand ils sont sur Facebook aujourd'hui, soit ils font partie du club de judo, et c'est obligatoire d'être sur Facebook pour suivre le club de judo, parce que sinon on n'a pas les dates, soit c'est un Facebook de famille, donc en général ils sont en photo de premier communion, ils sont super propres, et puis ils font leur contestation, vous le savez tous, pour les collégiens et lycéens sur Snapchat et Instagram, dans lesquels les parents ne sont pas, évidemment, parce que si les parents sont dessus, ils vont nier ailleurs, et pour les plus jeunes sur TikTok. Ce qui nous renvoie, en fait, alors je vous ai mis les autres, puisque évidemment YouTube, qui au départ est un site de partage vidéo, est devenu un réseau social. Évidemment Pinterest, qui est un réseau de partage d'images, est aussi devenu un réseau social, par détournement, on va dire. Twitter, c'est plutôt pour les plus âgés, mais quand même ça a son importance. Et là, on rentre aussi sur la complexité du sujet,
puisque un environnement, enfin une proposition technologique un peu inoffensive comme Musical.ly, qui consistait à faire danser les jeunes filles il y a 4 ou 5 ans, a quand même été racheté par les Chinois, qui, je vous le rappelle, interdisent les réseaux sociaux à leurs propres adolescents, le tout pour proposer TikTok à l'ensemble des adolescents de la planète. Et là, on rejoint cette histoire d'usage. Les usages sont, braconnés, sont détournés par les utilisateurs, mais réutilisés ensuite à l'échelle presque géostratégique par des intérêts qui nous dépassent. C'est là qu'on va se retrouver avec la question écologique. Il est évident que les Chinois, en achetant TikTok, font ce qu'on appelle du soft power, ce qu'ont fait les Américains pendant des années, puisque je vous rappelle que c'est nous qui avons inventé le web. Alors, je continue assez rapidement. Comment ça se passe finalement, cette construction des usages? Nous avons à disposition des techno-imaginaires. Vous allez, l'expression de Ballandier, qui date déjà des années 80, des auteurs comme Leroy Courant ou Simonon, déjà dans les années 50, identifiaient cette caractéristique de notre société d'aujourd'hui, non seulement d'être entouré de technologies, mais de penser techno. C'est-à-dire d'avoir des images, d'avoir des langages qui sont de plus en plus liés aux techno, ce qui veut dire que finalement, il y a une catégorie d'imaginaire qui est très liée aux technologies. Si vous regardez bien Minority Report, Spielberg avait invité la bande d'Apple, la bande de Steve Jobs, au début du film, si vous vous rappelez, les mouvements sur l'écran du début du film, 1 an et demi après, sortait le premier iPhone, avec les mêmes mouvements. Donc vous voyez, on a quelque chose qui tourne entre la production des technologies, les usages des technologies et les techno-imaginaires. Les techno-imaginaires sont sédimentés en représentation. Qu'est-ce que c'est que la représentation? C'est on va dire, un techno-imaginaire stabilisé, partagé par un ensemble de populations, qui nous permet de communiquer, en fait. Il faut que j'ai la représentation que ça, c'est un micro, avant d'avoir une intention d'usage pour utiliser le micro. Alors, je vous donne une illustration. Si vous avez vu le film de Ken Loach, Moi, Daniel Day, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui se retrouve à Pôle emploi anglais. À un moment donné, la dame de Pôle emploi lui dit, elle l'a accompagnée, elle fait la navigation numérique, elle l'accompagne, elle lui dit, il suffit de pointer la souris en haut de l'écran, je reviens tout de suite. Le monsieur prend la souris et la met physiquement en haut de l'écran. Ça, c'est un jeu de représentation. Et imaginez bien que dans la population française, ces jeux de représentation sont gigantesques. Les représentations sont essentielles pour déclencher les pratiques numériques individuelles, puis ces pratiques numériques se socialisent, deviennent des normes sociales d'usage. Voilà, se collectivisent, si vous voulez, se généralisent en usage. Puis les usages transforment, enrichissent de nouveau les techno-imaginaires. C'est bon? C'est un peu théorique. Maintenant, je passe sur le deuxième gros morceau, la question de la transition écologique. Alors, pour moi, la question écologique et la question numérique, c'est deux systèmes très complexes, saturés finalement d'imaginaire. Il n'y a qu'à regarder les mots, en fait. Numérique responsable, durable, frugal, recyclable, la question de l'empreinte carbone, du dynamique, cette manière de regarder les technologies avec des préoccupations écologiques, mais on voit aussi que ça croise de manière importante des questions de citoyenneté, de démocratie, de solidarité. Alors, j'ai été chercher deux, trois références, spécialement pour vous. La première, c'est les faits. Internet consomme l'équivalent de 120 tranches de centrales nucléaires. Pour mémoire, il me semble qu'on en a 30 en France. Vous voyez ce que ça peut représenter à l'échelle mondiale. Une citation dans les annales des mines de 2017 de Laurence Monnoyer-Smith, alors déléguée interministérielle au développement durable,
qui nous dit que la transition écologique doit composer avec les dimensions de la culture numérique, qui parvient, on va dire, par l'usage des dispositifs techniques. Ça veut dire qu'un dispositif technique, ça n'existe pas, c'est systématiquement socio-technique, et qu'un dispositif technique a toujours une intention. Et donc cette intention-là, il faut la considérer comme une part de culture, et qu'il faut travailler, qui est rejoint par finalement la question des usages, la question des pratiques sociales du numérique, dont on verra après qu'elles sont profondément inégalitaires, avec une deuxième entrée, la question des valeurs du numérique. Les valeurs du numérique partent de techno-imaginaires qui sont bipolaires, qui sont très contrastés en tout cas. D'un côté, on a l'invention du web. Tim Berners-Lee et ses petits camarades le décrivent depuis des années. L'invention du web, c'est l'idée du village planétaire de Marshall McLuhan. C'est cette idée que les technologies vont nous interconnecter, mais dans une vision qui serait plutôt, et chaque fois que j'interviens dans les départements, je pense que c'est, ou dans les métropoles avec le contraste, c'est très important de se rappeler ça. En fait, la vision du web qu'avaient les fondateurs du web est plutôt une vision de village, une vision de petite ville interconnectée, et pas une vision de mégalopole. Vous voyez, on en est aujourd'hui, 30 ans après l'invention du web. Et effectivement, il y a eu un glissement entre le début des années 90 et aujourd'hui, avec mise en avant d'un autre côté des techno-imaginaires, qui globalement tournent autour du contrôle social, de l'image du Big Brother, du contrôle qu'initialement les grands groupes industriels comme IBM avaient développé. Donc vous voyez, ces imaginaires sont encore en mouvement, et on a besoin de les regarder, y compris quand on parle d'écologie, du point de vue des valeurs. L'individualisation des pratiques est incompatible avec une réaction collective, avec une prise en compte collective des questions écologiques. La question d'être tout le temps ailleurs, j'ai pas pu prendre le train pour venir ici, je suis venu en voiture, ce qui est une écologie de Rennes, ce qui est une aberration écologique. Pour autant, cette espèce d'imaginaire que nous partageons tous, que sur mon agenda je peux le faire, et la prise de distance nous conduit à faire des compromis qui, très souvent, ne sont pas écologiques, malgré une conscience qu'on pourrait avoir là-dessus. La question de la gratuité, je ne vous reprends pas la grande dénonciation, vous savez bien que si c'est gratuit, c'est vous le produit. La question de la virtualité et la question de l'immédiateté. Tout ça, ça a besoin d'être retravaillé. Ce qui nous renvoie à deux grandes problématiques. Comment on défend les non-humains? Je ne sais pas si vous avez lu cette grande référence qui est Gaillard de Bruno Latour. Il n'y a pas Gaillard, évidemment. Il y a la biodiversité, il y a les baleines, il y a, etc., qui n'ont pas la parole pour se défendre, mais comment on les défend, puisque c'est le vrai problème de la transition, c'est un des vrais problèmes de la transition écologique, économique aussi, en même temps, le lapsus est tout à fait, et la question des communs, en fait, qui revient, qu'est-ce qui est bien commun de la société et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui peut être considéré comme bien individuel. Et évidemment, du côté des ressources naturelles, des océans, des pollinisateurs, il y a cette entrée-là, mais il faut vraiment qu'on se pose la question des logiciels libres, de la connaissance, de l'interopérabilité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, l'Internet continue à fonctionner avec 40% des brevets qui viennent d'Europe, dont dans les 40% des brevets qui viennent d'Europe, 30% des brevets qui viennent de France, mais ce sont les brevets libres qui permettent de faire fonctionner l'Internet dans les tuyaux, et pas les brevets qui permettent de faire fonctionner libre dans le dernier mètre de câble, celui qui vous lie avec un ordinateur. Et c'est ces privatisations-là qui posent quand même un certain nombre de problèmes. Alors, j'avais envie de partir de ce que disent les élus locaux là-dessus, et je fais partie d'une association, j'accompagne une association qui s'appelle Ville Internet, qui travaille avec les élus locaux sur, on va dire, la perfusion entre ce que les experts et les scientifiques
peuvent dire et puis ce que peuvent faire, voilà, plutôt, les élus dedans. Alors, 3 petites citations. La dématérialisation et les besoins énergivores de la dématérialisation, la question de la prise en compte finalement de l'éducation aux médias et de la lutte contre les fakes et les fausses informations, et la question territoriale. C'est-à-dire que, moi je vous donne une autre, là c'est la citation de Denis Le Breton, mais je peux vous en donner une autre. L'adjoint aux solidarités de la Côte d'Émeraude chez nous, qui au tout début de la déclaration sur dématérialisation totale en 2022, s'est retourné vers ses administrés, il m'avait invité pour faire une conférence, il l'a entretenu en disant « l'État décide de la dématérialisation, c'est nous qui la faisons ». Et pendant le confinement, on va dire, la place des collectivités territoriales a été plus que centrale, elle a été première. On est sur cet enjeu. Donc ça donne une motion que vous pouvez aller voir, avec 4 grandes thématiques, le numérique raisonné, la souveraineté et la sécurité numérique, l'accompagnement volontariste et le rôle central des citoyens et de leurs collectivités. En gros, sur les axes raisonnés et souverains, c'est-à-dire ce qu'il y avait de ce côté-là du schéma précédent. Les enjeux géostratégiques autour des GAFA, mais aussi des plateformes. On a parlé d'ubérisation, on peut aussi parler d'Airbnb, on peut parler de toutes les plateformes, les plateformes de VOD. Tout ça fait un ensemble qu'on qualifie aujourd'hui scientifiquement d'économie de l'attention. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est-à-dire que toutes les plateformes sont conçues pour devenir addictives aujourd'hui et sont là pour capter votre attention, ce qui pose un vrai souci. Mais, je viens de vous en parler, les intentions géostratégiques, TikTok et les stratégies numériques chinoises, non seulement ils sont l'usine du monde en termes de technologie, mais ils se mettent à faire du soft power. Il n'y a pas que TikTok, il y a les films produits par les Chinois, il y a etc. Et les Américains l'ont montré, c'est assez compliqué de leur dire non, vous n'allez pas dans ce sens-là non plus. On le découvre, enfin nous on ne le découvre pas, mais le grand public découvre la puissance des hackers russes avec la guerre en Ukraine, les questions de cybersécurité, c'est quand même pas rien non plus. Et puis je vais finir sur un truc qui peut paraître beaucoup plus léger, les influenceuses de Dubaï. Alors c'est quoi les influenceuses de Dubaï? C'est la sollicitation de 17 journalistes en ce qui me concerne, comme spécialiste des technologies. Monsieur Plantin, qu'est-ce que vous pensez de la rumeur qui circule sur les influenceuses de Dubaï qui se seraient livrées à des pratiques de coprophagie, ou je ne sais pas quoi, enfin des pratiques cracra, on va dire. Qu'est-ce qui peut conduire les influenceuses là-dedans et pourquoi Dubaï? Probablement que Dubaï n'a pas trop d'autres moyens que de faire du soft power, de l'influence, avec les trucs les plus crado, voilà, je vais dire ça comme ça, le mot vient pas en fait, avec les trucs les plus excessifs de l'économie de l'attention. Dubaï, c'est quoi? Comment? Racoleur, c'est bien racoleur, merci. C'est quoi Dubaï, quoi? Mais je ne suis pas un spécialiste de Dubaï, donc je ne vais pas aller plus loin. Par contre, ce que je sais et ce qui est remonté de mes données, c'est quand j'étais faire le tour des établissements scolaires de Martinique, la deuxième question des enseignants à mon adresse, c'est « Monsieur Plantin, comment on lutte contre les influenceuses ?» En Martinique, le système scolaire est très dégradé et les enseignants sont pris avec cette mythologie qu'il suffit de monter ses fesses sur Internet, c'est pas la peine de travailler à l'école. Donc vous voyez, si je vous mets les influenceuses de Dubaï, c'est qu'elles sont aussi dans cet ensemble-là. Évidemment, ça demande des travaux pluridisciplinaires, c'est pas mon domaine, mais je préférais que vous entendiez ça dans ce registre-là. Deuxième point, dans l'axe raisonné et souverain, les leviers, on les connaît. Maîtrise publique des infrastructures, déploiement équitable, on reparle du haut débit, on reparle des zones blanches, etc. Création de centres d'hébergement territoriaux des données, je ne sais pas où vous en êtes ici, mais on
en a un centre en Bretagne qui est en cours de construction et qui va regrouper toutes les données scientifiques, médicales, sociales de au moins 10 millénaires. Donc il y a quelque chose qui se joue qui est vraiment très intéressant. Mise en place d'un véritable service public local des données. On sait bien que le pilotage ministériel est insuffisant, donc il faut des relais aux différentes échelles territoriales. Et renforcement des moyens alloués au développement des logiciels libres et à l'interopérabilité. Il est clair qu'on ne peut pas continuer à faire des chèques quasiment en permanence à Google, Facebook un peu moins, à Google, à Microsoft, etc., etc. Donc on a quelque chose à travailler. Et troisième point, vous allez trouver ça sur le site du ministère, il y a un guide des bonnes pratiques numériques responsables pour les organisations qui est assez bien fait, avec tout un tas de chapitres. J'avais pas envie de vous les décliner dans la conférence. Surtout qu'on va en parler juste après. Voilà. Un des représentants qui aura... Super, voilà. Très bien, ça fait une excellente transition. Globalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est de ce côté-là, eh bien, on sait globalement comment il faut faire. La question qui nous occupe aujourd'hui, c'est comment le faire, avec deux sous-questions. La première question, c'est travailler nos représentations, parce que les représentations déclenchent les pratiques. On est d'accord, hein? Donc, il y a quelque chose de vraiment important. Et deuxièmement, comment concevoir un accompagnement qui reste le cœur de votre journée, un accompagnement pas pour les gens qui n'en ont pas besoin, un accompagnement pour le plus grand nombre et en particulier les plus vulnérables. J'en suis voilà. Alors, j'avais envie de casser deux représentations auprès de vous, ce que nous on appelle les techno-imaginaires leurrants, c'est-à-dire ceux qui nous éblouissent à longueur de temps, parce qu'elles sont incluses finalement dans l'histoire de l'informatique et particulièrement dans l'histoire et médiatique et marketing de l'informatique et des technologies numériques. Première chose, digital divide. L'avantage en fait l'anthropologie des usages, c'est qu'on n'a pas besoin de creuser la Terre pour avoir les sources. Il suffit de creuser Internet. Et donc, première citation officielle de la fracture numérique, digital divide en anglais, Knoxville, 1996, Bill Clinton, président des États-Unis. Je vous remets, 92, libéralisation du web par Tim Berners-Lee et son équipe, à partir des travaux publics, enfin des travaux de services de recherche européens. 96, on est peu de temps après. Il s'avère qu'en 96, 0,5% de la population américaine est équipée connectée. La population française ne va pas beaucoup plus loin, puisque ça, c'est les fameuses courbes du CRIDOC. Vous savez que depuis 1998, on a dans l'enquête consommation du CRIDOC, on travaille avec eux, les courbes d'équipement et d'accès. La courbe bleue, c'est accès à Internet à domicile. En 1998, en France, on est à 4%. On doit tout de suite se poser la question, mais pourquoi on parle immédiatement d'une fracture numérique s'il y a plus de 95% de la population qui n'est pas équipée connectée? Évidemment, dans le discours de Bill Clinton, il s'agit de l'identification des mêmes populations quand on parle des inégalités aux États-Unis, les Afro-Américains. Donc il y a quelque chose là qui se joue. Et bien, en analysant ça sur le temps long, on est en train de se dire qu'ils essentialisent, vous savez que les présidents des États-Unis sont les plus gros VRP de leur économie, c'est traditionnel chez eux. On essentialise cette notion de fracture numérique et on va nous dire que finalement, les technologies numériques vont tout résoudre. Au même moment, on est en 1994, la Commission européenne produit un rapport qui s'appelle Cyberculture, qui va décliner Lisbonne, l'économie de la connaissance en 1998. Dans Cyberculture, c'est publié par la découverte j'ai vu l'éditeur qui édite les rapports officiels. Si vous lisez Cyberculture, vous vous rendez compte qu'on est complètement dans l'imaginaire en fait. Dans Cyberculture, c'est coordonné par Pierre Lévy, qui est un promoteur des technologies depuis très longtemps, mais en gros, à la fin des années 2000, il n'y aurait plus de problème de guerre parce que la cyberdémocratie aurait remplacé la démocratie. Il n'y aurait plus de problème écologique parce que on se baladerait tous avec des patins à roulettes électriques, bon, il a fallu attendre 20 ans.
Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui fonctionne à l'échelle des imaginaires. D'un côté, ils vont nous produire les GAFA, toutes les technologies, les technologies sont censées solutionner tous les maux de la planète, et de l'autre côté, on va un peu s'embourber dans ces questions d'économie de la connaissance, parce qu'il y a les GAFA. C'était une bonne idée au départ, et vous voyez bien, les géostratégies mondiales nous posent problème. Alors, on redescend sur le terrain, ça donne finalement une grande difficulté à identifier qui sont les exclus du numérique, puisque on se retrouve avec des évaluations à minima entre 5 millions et des évaluations à maxima autour de 18 millions. L'ANCT utilise le chiffre que nous avons produit avec un programme de recherche qui s'appelle Capacity en 2016, qui identifiait 13 millions. On est plutôt dans la cote des 13 millions. Ça produit en fait sur les territoires et dans les familles des facteurs multiples et multiscalaires à différentes échelles d'inégalité. Évidemment, il y a la question des territoires et des zones blanches, particulièrement des zones rurales isolées. Clairement, il y a demeure des problèmes d'accès. On l'a vu pendant les 2 ans de Covid, encore plus. Il y a l'image de pauvreté et précarité, qui va être l'image dominante, qui va traverser les NEC depuis quelques années, puis avant les assises de la médiation numérique, puis avant l'invention presque de la médiation numérique auprès des publics les plus fragiles. On est plutôt du côté des publics de l'aide sociale, des départements ou des centres communaux. Là, on est sur les territoriaux qui s'occupent de l'aide sociale. Et un phénomène plus récent, qui est celui des déconnexions volontaires ou involontaires. Les déconnexions volontaires, c'est identifié par Francis Jory-Ribéry, une collègue de Pau, dans des communautés zadistes, ultra-écolo, du Larzac, c'est pas très loin de chez vous, si vous vous souvenez son nom, il y a une petite dizaine d'années, avec des gens qui, pour des raisons idéologiques ou religieuses, ça existe aussi, considèrent que les technologies, c'est le mal. Je veux dire, c'est un point de vue. Voilà. Et on appelle ça la déconnexion volontaire. Ils se mettent en extériorité des technologies. Alors, ce qui est, un vrai signe des temps, quand je suis intervenu à Lyon sur l'invitation de Fréquence École qu'a présenté Bruno tout à l'heure, on devait débattre avec le directeur d'éducation de Google. J'étais content de croiser le fer avec le directeur d'éducation de Google. En fait, il y a un groupe qui est arrivé dans l'amphi, qui a jeté tout un tas de télécommandes. En fait, il y a des jeunes radicaux qui commencent à avoir un peu du style extinction rébellion pour l'écologie. Il y a un renouveau de ce qu'on appelle les mouvements ludiques, en fait. Au XIXe siècle, les mouvements ludiques, c'était les mouvements anarcho-syndicalistes anglais qui cassaient les machines. Vous voyez, il y a cet imaginaire-là que les machines sont le mal, et puis à partir de ce moment-là, on va rompre un débat qui aurait pu être très intéressant entre l'Europe et les États-Unis. On se retrouve dans des positions radicales. Ça, on va dire, c'était les prémices. Rappelez-vous le mouvement des Gilets jaunes et l'analyse que nous, entre autres articles, avons pu faire. Il y a des revendications de déconnexion contre la dématérialisation, etc. Il y a eu des revendications au sein du mouvement des Gilets jaunes qu'on retrouve dans des revendications syndicales aujourd'hui autour du bien-être au travail, de la déconnexion, etc. Donc, ce mouvement de déconnexion volontaire, il ne faut pas le minimiser, et en même temps, il me semble qu'il ne concerne pas la médiation numérique, ce sont des choix personnels, on est plutôt dans du débat politique, là, enfin, on est dans autre chose. Par contre, la déconnexion involontaire, là, elle nous concerne. Par exemple, nous avons constaté dans nos enquêtes qu'un pourcentage non négligeable de personnes âgées qui déclaraient, ça doit être 37% quand même, qui déclaraient antérieurement leurs impôts, après 2 années de Covid et 3 ans de dématérialisation, ne veulent plus déclarer leurs impôts. Pourquoi ? Parce qu'ils sont obligés de déclarer, de passer par Internet pour tout. Et il y a un vrai effet de saturation cognitive, etc. Donc vous voyez, quelquefois le trop peut nuire au mieux, et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse sur le mieux. Alors, où on en est aujourd'hui, on en arrive en fait à une
vision plus claire de qui sont les éloignés du numérique plutôt que de parler des exclus du numérique, on serait en gros à 18%. On a changé les modes de calcul, puisque les modes de calcul étaient hérités des années 2000, étaient considérés comme internaute quelqu'un qui s'était connecté dans les 2 mois avant l'enquête. Ça veut dire que quelqu'un qui réactualise sa feuille Pôle emploi est dans la même catégorie qu'un cadre supérieur branché H24 sur son smartphone. Donc ça n'allait pas. À l'échelle mondiale, les 3 principaux usages de l'Internet, c'est la navigation instantanée sur la recherche instantanée d'informations sur Internet, en gros l'utilisation des moteurs de recherche. Le deuxième, c'est les réseaux sociaux, et le troisième, c'est le courrier électronique. Donc sur ces 3 entrées-là, on a fait des enquêtes plus articulées, et nous les travaillons avec le Crédoc aujourd'hui, et on se retrouve en fait avec une catégorisation des éloignés du numérique qui comprend en gros 18%, dont 7,5% qui se sont jamais connectés. Donc là, on est sur le point dur, et ce point dur est en transformation permanente, puisque les données, le pays le plus équipé connecté du monde, c'était la Corée du Sud dans les 10 dernières années. La Corée du Sud ne dépasse plus les 91, 92, 91, 92. Ce qui veut dire qu'il y aura toujours une dizaine de pourcents de personnes qui seront déconnectées de l'Internet, et il faut qu'on l'intègre. Ce qui veut dire que pour la dématérialisation, il faut aussi d'autres solutions pour ces gens-là. Et donc la tranche qui nous intéresse le plus, en gros, c'est une dizaine de pourcents aussi. Ce sont ceux qui utilisent rarement et ceux qui ont déjà utilisé mais qui n'utilisent plus. Et ça, c'est le public de l'accompagnement, c'est le public de l'action sociale départementale, c'est le public de la médiation numérique, etc. Alors, je voulais juste avancer sur d'autres éléments. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est l'enquête de ma collègue Dominique Pasquier sur l'Internet des familles modestes, une enquête sur la Basse-Normandie, qui est à mon avis tout à fait explicite pour le Puy-de-Dôme, où on se rend compte que la dématérialisation est très mal vécue. Et je reprends ça après. Deuxième techno-imaginaire, il faut absolument qu'on arrive à déconstruire la question des digital natives. Alors moi j'appelle ça le complexe d'Obélix. Un journaliste, Mark Pensky, au début des années 2000, nous a raconté, en chevauchant en fait le marketing technologique depuis le début, depuis l'arrivée de la micro-informatique. On a vendu les machines technologiques depuis les années 80 pour rester branchés. Dans le rester branché, c'est rester jeune. Et vous voyez bien qu'on est dans une espèce de jeunisme. En fait, c'est plutôt les anciens qu'on est sourds, enfin les anciens, les adultes majeurs, salariés, etc., qui achètent les machines. Mais le marketing fait en sorte que quand on achète une machine, il y a un effet de distinction. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'arrivée des premiers smartphones, on envoyait des mails, c'était marqué « envoyé par mon iPhone ». Donc il y a quelque chose de l'ordre de la distinction, qu'on va, pour reprendre le vieux concept de Bourdieu. Le marketing travaille ça. Moi, je n'ai pas de problème avec le marketing, sauf que ça installe des technos imaginaires dans la population qui, petit à petit, sont essentialisés. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus remis en cause. Donc, Pensky, début des années 2000, il m'a fait carrière dessus. À un moment donné, il y a même des collègues publics, c'est un journaliste et qui le cite en tant que scientifique. Ça fait un peu peur quand même. Il y a même un grand philosophe que j'ai beaucoup apprécié au siècle dernier qui va nous écrire la petite poussette. Donc, j'ai gratiné un peu Michel Serres, mais enfin, quand même, d'écrire que la totalité de la génération qui arrive ressemble à sa petite fille du 5e arrondissement de Paris, dont les 2 parents sont universitaires. Je pense que dans le fin fond du Puy-de-Dôme, on va avoir des gamins du même âge qui n'ont pas du tout les mêmes pratiques numériques. Donc, on se retrouve avec cette tension digitale native, digitale migrante. C'est faux, pertinemment faux. Je vous donne juste cette fiche-là. Tous les travaux de recherche depuis le début des années 2000 démontrent qu'il y a autant de différences d'usage au sein d'une même classe d'âge qu'il y a entre les classes d'âge. Sinon, je suis le plus vieux des digital natives. Je suis
Puis on est dans les années 80, donc il y a un truc qui va là. En fait, tout dépend de l'expérience de chacun, et dans l'expérience de chacun, il y a un truc qui se construit, que nous on appelle aujourd'hui le capital culturel numérique, qui va faire que pour certains, l'usage H24 des réseaux sociaux sur le smartphone est une aliénation. Demandez aux enseignants de la filière pro comment leurs élèves comprennent les consignes scolaires. Vous allez les voir monter sur la table en disant qu'ils ne comprennent rien. Ils oublient leur code, ils n'arrivent même pas à se connecter. Demandez aux gens des missions locales comment ils rament pour faire un CV à des gamins qui sont eux aussi H24. Voilà. Et donc on se retrouve vraiment dans cette idée que, à force de penser digital native, nous, adultes, on les a laissés tout seuls en fait. Et ça, c'est un vrai problème. Démonstration vraiment précise dans une thèse, mais qui décrit un ensemble de travaux. Un de mes doctorants, qui s'appelle Yann Léguin, a travaillé sur l'ensemble des classes de SECPA de la ville de Brest. Ça fait quand même pas mal de gamins de familles défavorisées, avec des situations de fragilité très différentes. Il a constaté un suréquipement des familles populaires. Il y a plein de machines, finalement, dans les familles populaires. Pas n'importe quelle machine, mais il y a plein de machines. Il y a les plus grands écrans possibles. Enfin, il y a tout un tas de consoles de jeux vidéo, etc. Une prise de pouvoir des adolescents qui ne sont pas plus compétents que ça sur le numérique, sur des parents qui sont déjà fragilisés, puisqu'ils ont du mal à communiquer avec l'école, ils sont déjà stigmatisés par les travailleurs sociaux. Il y a quelque chose là qui est vraiment compliqué, et ça donne des chantages affectifs. Tu m'achètes la dernière console de jeu à Noël, sinon je raconte que tata est couché avec le voisin, sur les réseaux sociaux. Les parents fantasment ça. Ils savent à peine ce que ça veut dire, ils fantasment ça, mais ça produit ce qu'on va appeler un dessaisissement parental qui est très important. Dernière enquête sur donc disqualification éducative des parents par leurs propres enfants, la plupart du temps attestée par le discours des enseignants et des travailleurs sociaux. C'est là qu'il faut qu'on change de représentation de nous. Et c'est possible, je vous en parlais tout à l'heure. Sauf que ça va plus loin. Dans les derniers travaux qu'on a menés pendant le confinement, vous avez trouvé ça dans un numéro spécial des Annales des Mines, on s'est rendu compte que certains enseignants, certains travailleurs sociaux, et pire que ça, certains médiateurs numériques croyaient dur comme fer à la mythologie des digital natives. Et donc ça pose un vrai problème, parce que comment on interagit en tant qu'adulte, éducateur au sens très large du terme, si on pense qu'ils sont naturellement doués. Évidemment que non, ils ne sont pas naturellement doués. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de compétences, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des tas de choses. L'autre aspect de la thèse de Yann Léguin, c'est de s'appuyer sur les pratiques audio-numériques des gamins. En gros, le rap, l'assemblage de musique, etc. Et il a réussi à faire des choses extraordinaires. Mais en même temps, il faut regarder les choses en face. Nous avons déserté le champ éducatif d'accompagnement du numérique, et ce depuis longtemps. Et il faut que nous réintervenions dessus. Et le nous, ce n'est pas que les familles en difficulté, c'est l'ensemble des familles. Plein de gens se sont rendus compte que 2 parents qui télétravaillent, 3 gamins à suivre à l'école à la maison, dans la maison de campagne mal connectée du Puy-de-Dôme, et ben ça vous mettait en position de fracture numérique lourde, et ça dépassait les stéréotypes qu'on pouvait avoir. Vous retrouvez ça dans le dossier qu'on a monté pour la revue Horizon Public. Là, je vais passer parce que il me reste combien de temps? Voilà. On peut dire 4-5 minutes et puis après on... Voilà, donc j'ai juste passé ce que je viens de vous dire sur la dématérialisation, on pourra reprendre, c'était les plans. Alors, oui, je vous passe cette petite vidéo. Seriez-vous prêt à abandonner votre smartphone comme 14% des Français? Retour aux sources avec l'enquête Capuni. Elle a permis de récolter 7000 questionnaires concernant les pratiques numériques des Français métropolitains de 18 ans et plus. En plus de faire cette photographie des usages numériques en France, elle fait une focale sur les pratiques dans les zones rurales isolées, les ZRI, et les quartiers politiques de la ville, les QPV. Capuni est soutenu par les régions Bretagne et Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que par la mission Société numérique.
En 2019, 9 Français sur 10 sont internautes, ce qui représente 7 points de plus que l'enquête Capacity de 2016. Néanmoins, une part non négligeable de Français n'ont qu'un téléphone simple et pas un smartphone, particulièrement chez les plus âgés. 3 raisons. La première, le manque de débit. La deuxième, le manque d'intérêt. La troisième, le manque de compétences. Une autre raison émerge, la limitation volontaire de la consommation de biens technologiques, cette fameuse déconnexion volontaire, qui a l'air de s'installer durablement dans le paysage, puisqu'elle atteint des professions intermédiaires, des retraités, dont le niveau de vie est plutôt moyen, voire élevé. En fonction des définitions, on aurait entre 5 et 18 millions d'exclus du numérique en France, ce qui provoque forcément dans les familles des facteurs d'inégalité multiples. On peut les dénombrer en 3 catégories, les habitants des zones bas débit et des zones blanches, les personnes en situation de pauvreté-précarité, et enfin les déconnexions volontaires et involontaires. Il est urgent de construire une médiation numérique différenciée en fonction des publics et des territoires. 3 actions à mettre en place. Soutenir et reconnaître les bénévoles, former les professionnels de l'éducation, du social et de la culture à la médiation numérique, et enfin, je dirais presque surtout, recruter des médiateurs numériques non précaires qui dépassent les emplois jeunes, les emplois d'avenir et les services civiques. Donc là, on était juste avant le plan de relance. Je ne sais pas si vous avez entendu circuler ce slogan qui était de mon fait, l'histoire du plan Marshall pour la médiation numérique. Vous voyez que des choses, enfin, dans les actions que je décris, il y a des choses qui ont été mises en place, pas complètement, mais il y a des choses qui ont été mises en place. Alors, je voulais juste finir sur l'accompagnement en disant que finalement, dans le modèle que je vous propose, dans le modèle théorique d'analyse que je vous propose, les usages des technologies numériques ont 3 pouvoirs. Les anthropologues cherchent toujours des mythes, des rites et des tribus. Pour ce qui est des mythologies, donc des imaginaires dont je vous ai parlé, nous avons un pouvoir sur lequel nous devons absolument agir, c'est ce que j'appelle le pouvoir de renforcement. Le pouvoir de renforcement des représentations positives ou négatives que nous avons sur les technologies numériques. Rappelez-vous, Mac ou PC, toutes ces interviews où les gens disent « moi je ne suis pas très numérique » ou l'informatique, je suis contre. Vous voyez, on est machine à laver, je suis contre, on n'entend pas ça. Il y a une socialisation des électroménagers qui fait que tout ça est dépassé. Aujourd'hui, nous avons des représentations qui sont clivantes. Et ces représentations clivantes nuisent à un accompagnement, ce qui veut donc dire qu'il faut faire travailler les professionnels sur ces questions de représentation. Je vous ai décrit 2 écueils absolument à essayer d'éviter. Deuxième élément, on est plutôt dans les rites. Par contre, les technologies numériques, lorsqu'on travaille avec les technologies numériques, elles ont un pouvoir de dévoilement. Combien de personnes en très grande difficulté, lorsqu'on n'est pas en face à face avec elles, mais à côté d'elles, devant un écran, un ordinateur, à faire un certain nombre d'activités, vont vraiment vous raconter leur vie et vraiment vous raconter leurs problèmes. Là, ça concerne directement les travailleurs sociaux et les intervenants sociaux, particulièrement les conseils départementaux. Et c'est pas évident pour eux. C'est-à-dire que globalement, travailler avec le numérique comme médiation culturelle, c'est pas un truc naturel chez les travailleurs sociaux, donc là il y a un vrai besoin d'accompagnement. Et troisième point, la question du pouvoir de lien. Il est absolument évident que le côté obscur, je vous l'ai décrit, c'est le pouvoir de renforcement, le côté lumineux de la force numérique, pour reprendre une mythologie qui marche bien, c'est le pouvoir de lien. Ces technologies ont été créées pour faire du réseau, pour travailler en réseau, pour travailler ensemble. Donc ça donne quoi? Ça donne lutter contre le pouvoir de renforcement par l'échange, la science et la culture. À l'autre bout de la chaîne, il y a l'éducation médiale, la lutte contre les fake news, etc., etc. Un jeune homme de 25 ans
qui partait de rien et qui s'appelle Hugo Décrypte, est en train de nous faire une magnifique démonstration de comment on peut faire ça, même avec des petits moyens. Maintenant, il a 20 journalistes autour de lui, il fait un vrai boulot, il a un poids dans la jeunesse qui est vraiment intéressant. Ça veut dire que tout le monde n'est pas obligé de regarder les influenceuses de Dubaï. Deuxième chose, dévoilement, ça sous-entend aussi un retour sur les fondamentaux de l'accompagnement. C'est-à-dire redévelopper ou retravailler avec un certain nombre d'intervenants la bienveillance, l'écoute, la posture, etc. Ce sont de vieilles thématiques, mais à remettre à longueur de temps sur les chevaux, il faut retravailler. Et enfin, dans le pouvoir de bien, la question de la coopération. Et la coopération, c'est pas très facile, finalement. L'injonction de la coopération, il est partout. On entend dire des nouveaux modèles de management, c'est le management par coopération, collaboration, etc., etc. Les injonctions à la collaboration et à la coopération sont très importantes. Dans toutes nos enquêtes, on voit que les réalisations effectivement collaboratives ne sont pas aussi explicites que ça. Ce qui veut dire deux choses. La première chose, c'est qu'on doit s'atteler collectivement à construire des environnements capacitants pour permettre cette collaboration. Je ne développe pas trop, et vous avez une référence bibliographique derrière. Et la deuxième chose, c'est essayer effectivement de comprendre finalement les processus de collaboration liés aux pratiques et usages des technologies numériques. Une collègue qui s'appelle Elżbieta Chrzanowska a produit un excellent texte qui s'appelle « Les compétences collaboratives charnières ». Elle en a identifié 11, moi j'en retire 3 qui sont absolument fondamentales. Vous allez me dire, c'est une la palissade, il vaut mieux répéter 2 fois et la palissade ne peut pas se faire entendre. Avoir un esprit collaboratif, eh bien ça c'est totalement incompatible avec un ego démesuré. Si c'est incompatible avec un ego démesuré, on ne peut pas faire de l'injonction à la collaboration, ce qui veut dire qu'il faut absolument retravailler dans les logiques de projet la régulation des rapports de pouvoir entre acteurs. Et sinon, ça ne marche pas. Voilà. Collaborer, ça ne marche pas. Coopérer, ça ne marche pas. Installons des environnements capacitants où les uns et les autres vont être dans des positions horizontales régulées à longueur de temps, parce que les conflits irrutent à longueur de temps, ça marche. Je suis en train de vous sortir les résultats de travaux de 2 PIA sur 5 ans. Donc, en termes de données, on a ce qu'il faut, si vous voulez que je réillustre là-dessus. La deuxième injonction, c'est la question de la co-conception. Et la co-conception, c'est l'idée d'impliquer dès que possible les collègues, les partenaires, les usagers, à la fois dans les projets, y compris dans les projets technologiques. Et il y a un nouveau courant de recherche sur les environnements technologiques qui est en train de décrire précisément comment les ingénieurs, même quand ils font de la conception centrée utilisateur, ont une représentation fausse des usagers. La plupart du temps, parce que quand ils conçoivent un truc pour une personne handicapée, il y a le beau-frère, il y a l'image du beau-frère qui est handicapé. Quand ils conçoivent un truc pour les jeunes, il y a leur vécu parental, etc. Ça veut dire que vous, médiateurs, éducateurs, élus, travailleurs sociaux, vous avez à mener un dialogue avec les ingénieurs pour dire voilà ce qu'on veut, mais objectiver le voilà ce qu'on veut, ça sous-entend un travail collectif dès le départ. Et évidemment, le souci du bien commun, et c'est là que je conclue sur la question écologique, c'est qu'il faut changer la nouvelle échelle des valeurs numériques sur la transition. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous raconter, ça sous-entend qu'on parle de nouvelles bases. Et ces nouvelles bases, c'est la question des communs et du bien commun, la préservation des écosystèmes et des ressources. Et il faut donc, et je reprends un peu la fin de ma petite vidéo d'il y a 2 ans, donc avant là je parlais de la médiation numérique, aujourd'hui je peux vous parler presque de l'accompagnement au numérique, de la transition écologique presque de la même manière. Les acteurs de la médiation numérique sont la cheville ouvrière de la transition écologique. Je viens de vous dire, impliquer les acteurs. Mais qui peut impliquer les usagers si ce n'est les acteurs de la médiation numérique? Alors au sens large, je ne parle pas que des conseillers numériques, que des médiateurs numériques, mais il y a aussi les enseignants, les travailleurs sociaux, les parents, les bénévoles. Ce monde de la médiation numérique
est le monde qui fait interface avec les usagers. Si on veut engager les usagers à une transformation de leur représentation, donc de leur pratique, pour qu'elles deviennent écologiques, puisque c'est l'objet même de cette introduction, il va falloir reconnaître, accompagner et former les étapes de la médiation numérique. Un petit merci pour votre attention avec un clin d'œil pop. Merci beaucoup, Quentin. On va faire circuler un micro si quelques-uns parmi vous ont des questions ou des remarques. Alors, on peut prendre une dizaine de minutes et puis ensuite, Pascal Cantard sera encore avec nous sur la table ronde qui va suivre. Donc, vous pourrez aussi à ce moment-là lui poser des questions. Un micro pour comprendre. Merci beaucoup, ça réglera le problème de la première intervention. Évidemment, merci pour cette présentation pour deux raisons. La première, c'est que pour les anciens dont je fais partie, eh bien, vous avez dépoussiéré un certain nombre de neurones et réveillé un certain nombre de souvenirs qui, avec le recul, étaient plutôt sympathiques. Puis on était jeunes à cette époque-là, donc évidemment, c'était très agréable. Mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que vous nous avez invités à sortir du cadre, qui est en réalité un cadre que nous imposons à nous-mêmes, mais qui n'est pas le reflet de la réalité. Sortir du cadre, à travers deux exemples que je vais évoquer, c'est croire que nous qui agissons dans le cadre de la médiation numérique, nous sommes les seuls à nous préoccuper de ce sujet-là. Je tiens à vous signaler que le Conseil d'État, donc on ne peut pas imaginer a priori qu'il est peuplé de geeks, a organisé son cycle de conférences de cette année sur la question des réseaux sociaux, autour de 4 conférences sur l'enjeu économique, l'enjeu citoyen, l'enjeu sociétal. Et deuxième sortie du cadre, dans ce cycle de conférences, il y a eu une intervention du directeur général de Pôle emploi, qui, chiffre à l'appui, a confirmé ce que vous avez évoqué au détour d'une diapo, à savoir que les publics dits en difficulté sont des publics qui, en termes de connexion, et notamment de connexion à travers les smartphones, sont souvent beaucoup plus équipés que ce que l'on imagine. Et il y a un replay de son intervention. La stratégie de Pôle emploi aujourd'hui est tout entière tournée vers le smartphone et l'accès à ces populations. Et dans cette troisième conférence de cet ensemble du Conseil d'État, il y avait également une intervention de la responsable communication du réseau ferré de France, qui, à l'inverse, a montré que cet échange et cette médiation numérique, elle devait aller dans les deux sens et que nous devons être également à l'écoute de ce qui se passe sur les réseaux numériques, et pas seulement de l'influenceuse du Dubaï, mais que nous devons être attentifs aux réseaux faibles, aux signaux faibles, de façon à être en capacité non seulement de répondre aux attentes des personnes auprès desquelles nous sommes engagés, mais également d'anticiper en quelque sorte et de prévoir ce qui va arriver après-demain. Et donc, le message que je voudrais donner ici, naturellement en direction du département, mais un souhait que j'adresse à nous tous, c'est que dans le prolongement de ce que vous nous avez dit maintenant, nous ne nous interdisions rien, ni aujourd'hui dans les ateliers et dans nos interventions, ni demain dans notre activité professionnelle. Il est important que tous ceux qui sont impliqués dans la médiation sociale aient la liberté de parole maximale, de façon à vraiment mettre en place cette coopération que vous appelez de vos voeux et dont je suis persuadé qu'elle est vraiment essentielle pour réussir ce que nous avons à faire ici au service de tous. Un témoignage finalement, une question, mais je sais que ça fait compléter. Juste, c'est pas un complément, mais quand vous m'avez proposé la conférence, je me suis dit par quelle entrée je vais prendre ça. Et en fait, il y a eu une déconstruction, alors je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un sujet CNIL, c'est un sujet Conseil d'État, c'est un sujet défenseur des droits, c'est un sujet ARF, Association des régions, Union européenne, qui s'engage aujourd'hui contre les GAFA ou pour limiter et garantir la liberté d'expression de chacun.
Absolument. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le retour, en fait. J'ai participé, nous avons participé avec certains collègues au travail avec les élus dans Ville Internet. Et en fait, la traduction de ce travail, c'est 4 pôles. Mais on voit bien que les pôles ne sont pas de la même responsabilité, c'est cette image du multiscalaire. Et j'ai tellement vu d'innovateurs, de médiateurs numériques, d'enseignants hyper mobilisés, de bénévoles, etc., se désespérer face au poids des GAFA, face aux difficultés avec l'administration, etc., qu'il paraissait important de resituer nos leviers individuels à l'échelle des territoires. Et c'est pour ça que j'ai plutôt insisté sur les 2 aspects, finalement, la question de la médiation et de l'accompagnement, mais qui est vraiment liée à la question de l'engagement et de la coopération avec les usagers eux-mêmes. Ce que demandent les associations de personnes en situation de handicap depuis des dizaines d'années, c'est valable pour toutes les populations vulnérables. Et elles ont du mal à parler toutes seules. Donc vous voyez bien, 3% des sites internet des collectivités répondent aujourd'hui aux règles sur l'accessibilité. Bien sûr. Une autre question remarquée tout en haut de la salle, monsieur. Allez-y, madame, vous êtes voisine. Ce sera pratiquement micro. Oui, bonjour, monsieur Plantard. Merci pour votre intervention, j'ai adoré. Alors oui, je rebondis sur... Je me présente. Ah, pardon, excusez-moi. Alors donc je suis là, je représente la Corderie de QC, donc c'est une association donc, qui lutte contre la précarité, pour la solidarité, et notre monnaie, nous, c'est le temps, donc il n'y a pas d'argent. Alors je vais rebondir sur l'accessibilité au niveau des sites web, quels qu'ils soient. Ne sont pas accessibles. Alors, le handicap, il y a plusieurs sortes de handicap, visibles, invisibles, notamment les problèmes cognitifs, il y en a d'autres, et la capacité de lire. Donc, lire, ce n'est pas que lire, c'est aussi comprendre ce qu'on lit. C'est difficile, et tout ce qui est administratif, c'est l'enfer, parce que rien n'est adapté. Les sites comme Pôle emploi, la CAF, quand on a besoin de comprendre, il y a des gens qui ont besoin d'écouter, donc ne serait-ce que la synthèse vocale, pour écouter, les gens qui sont sourds ne peuvent pas accéder, donc après il y a des gens qui se forment avec les outils de compensation, mais c'est pareil, ça s'apprend et ça ne se découvre pas en claquant les doigts. Et on a vraiment besoin d'un accompagnement et d'une acculturation au numérique. Ça ne s'apprend pas tout seul, on a besoin d'accompagnement fait par des professionnels qui connaissent. On ne connaît pas tout et on ne saura jamais tout parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Donc voilà. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. La première chose, c'est une grande tradition française de généraliser les politiques publiques. Donc, quand on parle de la dématérialisation, c'est totalement impropre. On devrait parler des dématérialisations. Le site le plus fluide de l'État, parce qu'il y a des moyens dessus, parce qu'il y a de la co-conception en permanence. Vous êtes tous au courant, c'est le site des... Non, des impôts. Enfin, c'est facile de déclarer ses impôts. Voilà, sauf si vous êtes très très compliqué, mais bon, sinon c'est relativement facile. Et le pire des sites, et ça peut-être que vous êtes moins au courant, c'est celui des cartes grises. Qui s'adresse à qui? Ceux qui changent de voiture souvent. Qui sont les gens qui changent de voiture souvent? Les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des voitures neuves. Les gens qui n'ont pas les... Vous voyez, on est dans ce truc-là. Nous n'avons pas procédé à la simplification, comme les pays du Nord, d'Europe du Nord, nous n'avons pas procédé à la simplification administrative et on s'est lancé dans la dématérialisation administrative, qui est, on va dire, un fait historique, on ne va pas revenir dessus, on en a besoin, c'est très intéressant pour tout un tas de gens, mais pour le moment, elle n'est pas fluide, elle plante je vous donne juste une illustration. Récupérer les bulletins de salaire de la fonction publique aujourd'hui, c'est sur un site spécifique. Ce site spécifique, moi qui suis quand même légèrement geek, et ce depuis une petite quarantaine d'années, il a fallu que je découvre que c'était compatible qu'avec Chrome.
ça gère aussi les retraites des fonctionnaires. Vous imaginez, papy, fonctionnaire des eaux et forêts, 84 ans, qui va imaginer que sur son ordinateur, il va falloir qu'il télécharge uniquement un seul. Chrome, c'est quand même pas n'importe lequel. Comment on peut laisser passer ça? Probablement par un manque de régulation. C'est ce que moi j'appelle le braconnage, en référence à De Certeau. Nous avons le pouvoir de dire ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Et vous avez, alors là, clairement, les élus, c'est encore plus important, et je crois que les élus territoriaux sont au taquet de ce côté-là, et c'est toujours difficile, parce que le dialogue avec l'État est toujours un peu compliqué. Et on peut rentrer et regarder les signaux faibles, regarder le nombre de grandes écoles. Aujourd'hui, alors la dernière déclaration en date, c'est Polytechnique. La dernière promo de Polytechnique est devenue écolo. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, alors que ça vienne des écoles d'agronome, je trouvais ça normal. Que ça vienne des INSA, qui sont des écoles d'ingénieurs, qui brassent le plus large, je trouvais ça normal. Polytechnique, regardons l'histoire de Polytechnique dans les technologies, dans la place des technologies en France, je veux dire, en termes de manque de souplesse, je féminise doucement, ils sont. Et là, on a la promo de Polytechnique qui dit nous on ne veut plus faire ça. Il y a quand même tout un tas de signaux qui décrivent que cette jeunesse, qu'on disait déconnectée, etc., déconnectée des réalités politiques, elle a peut-être des enjeux nouveaux et que là aussi il y a une question d'accompagnement. Je ne sais plus si c'est l'une ou l'autre, mais la question des signaux faibles est absolument essentielle. Et pour le moment, je peux vous donner d'autres illustrations, les universités populaires des parents, des équipes de prévention d'éducateurs qui se mettent avec des parents en très grande difficulté, qui se positionnent en tant que professionnels et qui dialoguent avec eux sur les pratiques numériques en tant que parents eux aussi, en disant qu'eux aussi ont des difficultés à gérer les jeux, les réseaux sociaux, etc. On est en train de sortir un bouquin sur cette expérience-là. C'est une machine de guerre pour faire de la médiation numérique auprès des plus vulnérables. Donc voilà, il y a des solutions aussi. Encore une dernière question, peut-être avant de passer à la table ronde. Oui, bonjour, Michael Boncet, de Soumacom, où je suis en charge du Fab Lab notamment. La dernière partie en fait sur les lieux est assez intéressante parce que les nouveaux lieux de la médiation numérique sont en train de se développer en masse, que ce soit les tiers-lieux, même les Fab Labs, ou les espaces de fabrication, quel que soit le nom. Mais du coup, on a tendance à souvent reproduire les mêmes choses et à peu développer l'accès à des personnes les plus éloignées. Je pense que tout simplement aller dans un open space ou des choses comme les Fab Labs, les espaces de coworking, c'est pas à la portée de tout le monde. Encore plus si c'est situé dans des bâtiments administratifs ou universitaires. Et du coup, on se coupe de. Voilà, on l'a vécu, c'est un Fab Lab qui est intégré dans une université, on se coupe de notre public. Comment on peut reprendre en marche et faire évoluer les choses? C'est pas évident, parce que ça veut dire faire changer les modes de fonctionnement, des structures qui sont plus lourdes que les nôtres. Et en même temps, c'est important et c'est riche de pouvoir remettre des gens atteints d'autisme dans la fabrication numérique. Et en fait, c'est pas tellement sur les types d'usages qu'ils vont apprendre, mais c'est plus sur la découverte de ce lieu, de cette nouvelle forme d'environnement, et du coup, ça remet en place la coopération et les échanges aussi entre les gens. C'est une question centrale. J'ai pas eu le temps de développer environnement capacitant, donc c'est une question centrale et c'est un appel aux acteurs territoriaux, alors pas que les élus, à concevoir ça comme des territoires. Deux exemples, Barcelone et Rennes. Alors bon, je ne vais pas trop parler de Barcelone, je vais parler de Rennes, par hasard. Une ville moyenne, très universitaire, qui doit compter aujourd'hui 47 Fab Labs de tiers-lieux. 47, dont certains sont microscopiques, liés à des structures. Et comment on fait pour faire ça? On les associe à des lieux de médiation numérique, à des médiathèques, à des universités, à des assos qui sont plus ou moins thématiques. Et puis un jour arrive une aventure absolument extraordinaire, l'aventure de Nicolas Huchet. Alors qui c'est Nicolas Huchet? C'est un jeune homme qui se fait couper un bras dans un accident du travail. Il va traîner sa déprime post-traumatique pendant 2-3 ans.
Et puis un jour, il rentre dans le premier Fab Lab, dans un Fab Lab, où il va rencontrer, j'ai coupé mes cheveux, j'aurais pas dû, des barbus chevelus, vous savez, comme ça, là, déjà. Il y a très peu de femmes là-dedans, ils ont plein de défauts, c'est que des garçons média geeks, la capacité de communiquer n'est pas forcément toujours au top, c'est moins qu'on puisse dire, sauf qu'ils ont une espèce d'éthique, et cette éthique, c'est quand tu viens dans un Fab Lab, tu fais ce que tu as envie de faire toi, tu le produis toi-même, et deux, tu le mets sur étagère, tu rentres en coopération. Tu mets sur étagère, tu partages, etc. Eh bien, Nicolas Huchet, il a fabriqué dans ce Fab Lab la première prothèse libre de main et de bras. Et quand il le raconte, vous allez trouver des conférences tech, vous allez trouver plein de vidéos sur Internet. Je suis un peu le parrain de cette structure. Il a monté une structure qui s'appelle My Human Kit. On reprend les histoires de handicap. My Human Kit, c'est le premier Fab Lab de reconstruction de soi. C'est quand même fort, en passant par les machines. Sociologie du handicap, on a commencé par le handicap physique, ensuite on a vu le handicap sensoriel arriver, accompagné par des travailleurs sociaux, des éducateurs, et puis aujourd'hui, le Fab Lab est rempli d'autistes, de déficients intellectuels, etc., etc. Ils ne viennent pas fabriquer des choses, ils viennent se stimuler. La description du parcours de Nicolas Huchet est la description de l'empowerment, de la transformation de l'image de soi par la médiation numérique de tout le monde. Nicolas Huchet est passé de PSH, personne en situation de handicap, à spécialiste international de la première prothèse libre. Et quand il raconte son truc, il raconte cette rencontre avec cette communauté, le fameux pouvoir de lien dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il a porté, évidemment, qu'il a médiatisé. Et son grand truc, c'était de devenir batteur. Aujourd'hui, il fait aussi de la batterie, en plus d'être militant de ce genre de choses. Ça veut dire que même avec les situations les plus dramatiques, ces transformations de représentation, elles dépendent aussi de ce que moi j'ai appelé les imaginaires numériques des territoires. C'est-à-dire que sur un territoire, ça devient banal d'avoir un tiers-lieu, un Fab Lab. L'autre exemple, c'est la ville de Brest, avec ses fameux papis, points d'accès public à Internet. La ville de Brest avait décidé, il y a 20 ans maintenant, sous la direction d'un élu qui s'appelle Michel Briand, qui est assez connu dans le monde de la médiation numérique, de ne pas faire des lieux de médiation numérique spécifiques, mais de fournir du matériel pour installer des points d'accès à Internet n'importe où. Enfin, pour tous les gens qui le voulaient. Les anciens de la Marine nationale, le centre culturel, etc. Bilan des courses, 220 papis, points d'accès à Internet dans la ville. À partir de ce moment-là, ce que tu décris comme effet de stigmatisation, j'ai pas envie d'aller voir les geeks, je suis une femme, parce que ça c'est compliqué aussi. Je suis une femme, c'est pas pour moi d'aller dans les Fab Labs, on est quand même loin des situations de handicap, on est juste ou les familles populaires, ou les gamins des familles populaires. Je ne vais pas aller dans le Fab Lab à l'université, mon université dans un quartier populaire, les gamins ne viennent jamais dans notre Fab Lab. Sauf que nous, on va dans le Fab Lab du centre social. Et donc, il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'aménagement du territoire numérique qui crée des imaginaires et des projets numériques qui sont la base des communs, en fait.